Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les mesures de variabilité. L'objectif de cette vidéo est de savoir comment et quand utiliser les mesures de variabilité. Dans la vidéo précédente, vous avez appris à analyser les données grâce aux différentes mesures de la tendance centrale, mais ce n'était que la moitié du travail. L'autre moitié consiste à analyser des données grâce aux différentes mesures de variabilité. En combinant les mesures de la tendance centrale et les mesures de variabilité, on pourra analyser les données avec précision. Vous êtes toujours dans l'entreprise Lindgrim en tant que statisticien. Lindgrim est une entreprise qui vend des vêtements à Brive-la-Gaillarde. Vous arrivez à votre bureau et il y a déjà un tableau sur votre bureau. Le tableau indique les ventes et le nombre de visiteurs sur les précédents mois de l'entreprise Vala, qui est votre concurrent à Brive-la-Gaillarde. Votre rôle est d'analyser ce tableau et de comparer les résultats avec ceux de votre entreprise. Dans le but de pouvoir répondre à cette question suivante, est-ce que l'entreprise Vala est plus efficace que l'entreprise Lindgrim, que ce soit en termes de vente ou de nombre de visiteurs? Pour rappel, voici les données de l'entreprise Lindgrim. On va donc comparer les deux entreprises avec les mesures de la tendance centrale pour savoir si l'entreprise Vala est plus efficace ou non que l'entreprise Lindgrim. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà calculé la moyenne des ventes et le nombre de visiteurs médians de l'entreprise Lindgrim. En moyenne, l'entreprise Lindgrim effectue pour 16 200 € de ventes par mois, et le nombre de visiteurs médians est de 7 500 personnes par mois. On a utilisé la médiane car la variable nombre de visiteurs contient une valeur extrême. Maintenant, analysons l'entreprise Vala. Commençons avec la variable vente. Je vais donc calculer la moyenne des ventes. Pour cela, je fais la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs qu'il y a. Je fais donc 79 500 divisé par 5, ce qui nous fait 15 900. En moyenne, l'entreprise Vala effectue pour 15 900 € de ventes par mois. Calculons le nombre de visiteurs. Cette variable contient une valeur extrême. Je vais donc utiliser la médiane. Pour rappel, la médiane est le point du milieu qui sépare la liste en deux. C'est-à-dire qu'on a 50% des valeurs qui sont en dessous de la médiane et 50% qui sont au-dessus. Pour trouver la médiane, on trie la liste par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand et on choisit le point du milieu. Si on a une liste impaire, la médiane se trouve dans la liste, sinon il faudra la calculer. Dans notre cas, la médiane se trouve dans la liste. La médiane est la troisième valeur, soit 8000. C'est-à-dire que le nombre de visiteurs médian est de 8000 personnes par mois. Maintenant que nous avons analysé les deux entreprises, comparons les résultats. On remarque que les résultats sont similaires, que ce soit pour la moyenne des ventes ou le nombre de visiteurs médians. Alors, que pouvez-vous dire à votre manager? Vous pouvez dire qu'en moyenne, le nombre de ventes et le nombre de visiteurs médians de l'entreprise Vala sont similaires à celles de l'entreprise Lindgrim. Alors oui, c'est vrai, cependant, quand on analyse les tableaux, on remarque que les tableaux sont très différents. Par exemple, un mois l'entreprise Vala fait beaucoup de ventes et le mois suivant beaucoup moins. Et ceci est pareil pour le nombre de visiteurs. Les valeurs sont très différentes d'un mois à l'autre. Tandis que l'entreprise Lindgrim, les ventes et le nombre de visiteurs sont relativement stables d'un mois à l'autre. Que faut-il dire à votre manager? Il faut dire à votre manager qu'en moyenne, les ventes et le nombre de visiteurs médians de l'entreprise Vala sont similaires à celles de l'entreprise Lindgrim, mais il faut aussi dire que les ventes et le nombre de visiteurs de l'entreprise Vala varient beaucoup plus que celles de l'entreprise Lindgrim. Mais on peut être plus précis, on pourrait quantifier cette variabilité. C'est-à-dire savoir à quel point les ventes de l'entreprise Vala varient plus que celles de l'entreprise Lindgrim. Car oui, on sait que les ventes de Vala varient plus que les ventes de Lindgrim, mais à quel point? Et c'est le but de ce chapitre, d'avoir une valeur qui va représenter la variabilité d'un ensemble de données, comme on a fait avec la moyenne dans la vidéo précédente, qui donne une valeur qui résume un ensemble de données. Nous allons donc apprendre à calculer et interpréter les mesures de variabilité. Mais avant cela, on va définir la variabilité. Alors, c'est quoi la variabilité? La variabilité signifie à quel point les valeurs sont différentes d'une autre valeur. Prenons un exemple. Voici trois listes. Les trois listes ont toutes la même moyenne qui est de 5.
Mais on est d'accord que les trois listes sont toutes très différentes, car elles n'ont pas la même variabilité. La première liste a une faible variabilité. Les valeurs varient très peu entre eux. On a soit 4, 5 ou 6. Tandis que la deuxième liste a une forte variabilité. Les valeurs varient beaucoup entre eux. Cette liste a une plus grande variabilité que la première, alors qu'elles ont la même moyenne. Pour finir, la troisième liste a une moyenne de 5 mais n'a pas de variabilité, c'est-à-dire que les valeurs ne varient pas entre eux. On remarque donc, si on analyse les données, qu'avec les mesures de la tendance centrale, nous avons qu'une partie de l'information. Et pour avoir une information complète, il faut aussi mesurer la variabilité des données. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un peu d'histoire. Qui a découvert les mesures de variabilité ? C'est le mathématicien Abraham de Moivre qui découvre le concept de mesure de variabilité, qui apparaît dans son livre The Doctrine of Chances, apparu en 1718. Dans son livre, il explique l'importance de mesurer la variabilité, mais c'est bien plus tard que les mesures de variabilité ont été développées. La variabilité a plusieurs noms. On peut parler de dispersion, de fluctuation ou encore d'erreur. Bref, rentrons dans le vif du sujet, les différentes mesures de variabilité. Il existe différentes mesures. Dans cette vidéo, on ne va parler que des plus connues et des plus utilisées. Il y a l'écart type, la variance, l'écart médian absolu, l'écart interquartile et pour finir, le rapport interdécile. Commençons avec l'écart type. L'écart type est la mesure de variabilité la plus utilisée. L'écart type mesure un écart entre deux valeurs. Le but de l'écart type est de mesurer l'écart de chaque valeur dans une liste autour d'une seule et même valeur, afin d'avoir le même point de référence. Alors évidemment, on ne va pas choisir une valeur au hasard, on va plutôt choisir la valeur qui résume le mieux l'ensemble des données, soit la moyenne, car la moyenne est la mesure de la tendance centrale la plus précise. Nous allons donc comparer chaque valeur d'une liste avec la moyenne. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Voici une liste de 5 nombres. La moyenne de cette liste est égale à 10. Calculons l'écart type. On va donc comparer chaque nombre avec la moyenne. On fait donc 10 moins 10, 5 moins 10, 10 moins 10, 5 moins 10 et 20 moins 10. Ces résultats nous donnent déjà des informations sur la variabilité de cette liste. On sait à quel point chaque score varie par rapport à la moyenne. Par exemple, la première valeur ne varie pas par rapport à la moyenne, car il n'y a aucune différence entre 10 et la moyenne. La deuxième valeur varie par rapport à la moyenne, car il y a une différence entre 5 et la moyenne, et la différence est de moins 5. Et ainsi de suite pour la troisième, quatrième et cinquième valeur. Ces écarts montrent bien la variabilité de cette liste, mais en statistique, on aime bien avoir une information qui soit simple et concise. Si j'explique la variabilité de chaque valeur par rapport à la moyenne, ça serait beaucoup trop long. On aimerait plutôt avoir une seule valeur qui puisse résumer tous ces écarts. Alors, est-ce que vous connaissez une valeur qui puisse résumer tous ces écarts ? Pourquoi pas utiliser la moyenne ? Si je fais la moyenne des écarts, ceci va résumer tous les écarts de cette liste, et ainsi donner la variabilité moyenne de la liste. Et c'est ça l'écart type. L'écart type est la moyenne des écarts par rapport à la moyenne. Calculons la moyenne. On commence par faire la somme de tous les écarts, soit 0, moins 5, plus 0, moins 5, plus 10, ce qui nous fait 0. Alors là, on a un problème, parce qu'on remarque que la somme de tous les écarts fait 0. Et c'est tout à fait normal, car c'est une propriété de la moyenne. La somme des écarts de la moyenne fait toujours 0. Si la somme des écarts n'est pas égale à 0, alors vous avez mal calculé la moyenne. On remarque que les valeurs négatives annulent les valeurs positives. Par exemple, moins 5 et moins 5 annulent 10. Alors, comment faire pour que les valeurs négatives n'annulent pas les valeurs positives ? On peut faire les carrés des écarts. Par exemple, si je fais moins 5 au carré, cela me fait 25. J'ai donc la solution. Pour que les valeurs négatives n'annulent pas les valeurs positives, je vais mettre tous les écarts au carré. Et ainsi, je pourrai calculer la moyenne. Mettons tous les écarts au carré. J'ai donc 0, 25 et 100. Calculons la moyenne avec les écarts au carré. Je fais donc 25 plus 25 plus 100, ce qui fait 150, et divisé par le nombre de valeurs qu'il y a, soit 5, ce qui nous fait 30. Alors, que signifie 30 ?
Ça veut dire que la distance moyenne de chaque valeur au carré par rapport à la moyenne est de 30. Alors, je sais, c'est compliqué à interpréter. Le problème, c'est que nous avons mis tous les écarts au carré. Donc, les valeurs au carré ne sont plus dans la même forme que les valeurs initiales. Notre écart de moins 5 devient 25, et l'écart de 10 devient 100. On est obligé de les mettre au carré pour que les valeurs négatives n'annulent pas les valeurs positives. Mais alors, comment faire pour transformer 30 dans la même unité que les valeurs initiales? On a mis au carré tous les écarts. Maintenant, ça serait bien de transformer la moyenne des écarts au carré dans un nombre qui soit dans la même unité que les valeurs initiales, et ainsi pouvoir interpréter ce résultat. Pour faire plus simple, j'ai moins 5 au carré, ce qui fait 25. Mais comment faire l'inverse? C'est-à-dire avoir 25 et le retransformer en 5. Je vais utiliser la racine carrée. Si je fais la racine carrée de 25, j'ai bien 5. On a donc la solution. On a juste à faire la racine carrée de 30, ce qui va remettre le résultat dans la même unité que les valeurs initiales. On fait donc racine carrée de 30, ce qui nous fait 5,48. Alors comment interpréter ceci? Alors c'est beaucoup plus simple. La distance moyenne de chaque valeur par rapport à la moyenne est égale à 5,48. C'est-à-dire que chaque valeur en moyenne dans la liste est distante de 5,48 par rapport à la moyenne. Si je prends un nombre au hasard dans la liste, il sera distant en moyenne de 5,48 par rapport à la moyenne. Alors évidemment, cela peut être un peu plus que 5,48 ou un peu moins. Cette valeur représente la variabilité moyenne de la liste. Bravo, vous avez calculé l'écart type. Nous avons notre première mesure de variabilité. Pour résumer, l'écart type est la moyenne des écarts par rapport à la moyenne. Son but est de représenter la moyenne des dispersions dans un ensemble de données. Plus l'écart type est grand et plus la variabilité est grande. Et à l'inverse, plus l'écart type est petit et plus la variabilité est petite. Si l'écart type est égal à 0, alors il n'y a pas de variabilité. Prenons un autre exemple, pour être sûr que vous avez bien compris. Voici les notes d'un contrôle de maths d'une classe de 6 élèves, et voici les notes d'un contrôle de maths d'une autre classe de 5 élèves. Les deux classes ont la même moyenne qui est de 10. Mais on remarque que les deux classes n'ont pas les mêmes notes. Dans la classe numéro 1, il y a de la variabilité, tandis que dans la classe numéro 2, il n'y a pas de variabilité. On va donc mesurer cette variabilité dans la classe de 6 élèves. Nous allons mesurer l'écart entre chaque note et la moyenne des notes. On fait donc 12 moins 10, 8 moins 10, 13 moins 10, 7 moins 10, 14 moins 10 et 6 moins 10. Maintenant que nous avons tous les écarts par rapport à la moyenne, on va faire la moyenne de tous ces écarts pour avoir une seule valeur qui va représenter la variabilité moyenne de la classe. Mais avant cela, on va mettre au carré tous les écarts, car sinon les valeurs négatives annulent les valeurs positives et on aura une moyenne de 0. On fait donc les carrés des écarts, et là on fait la moyenne de tous ces écarts mis au carré, ce qui fait 58 divisé par 6. Ça nous fait environ 9,66. Alors, que signifie 9,66? Cela signifie que la distance moyenne de chaque valeur au carré par rapport à la moyenne est d'environ 9,66. C'est compliqué à interpréter car nous avons mis tous les écarts au carré, donc les valeurs au carré ne sont plus dans la même unité que les valeurs initiales. On va donc faire l'inverse, remettre 9,66 dans la même unité que les valeurs initiales. On va donc faire la racine carrée de 9,66, ce qui nous donne environ 3,1. Nous venons de calculer l'écart type. Alors, comment interpréter le résultat? La distance moyenne de chaque valeur par rapport à la moyenne est égale à 3,1. C'est-à-dire que chaque note en moyenne dans la liste est distante de la moyenne de 3,1. Si je prends une note au hasard dans la liste, elle sera distante en moyenne de 3,1 par rapport à la moyenne. Alors, cela peut être un peu plus que 3,1 ou un peu moins. Cette valeur nous donne juste un aperçu global de la variabilité. Pour conclure, dans une classe de 6 élèves, la moyenne des notes est de 10, à 3,1 près. C'est-à-dire qu'en moyenne, les notes sont comprises entre 10 moins 3,1 et 10 plus 3,1, soit entre 6,9 et 13,1. Alors évidemment, toutes les notes ne sont pas comprises dans cet intervalle, mais la majorité, oui. Dans la classe de 5 élèves, la moyenne des notes est de 10,
à 0 près, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variabilité dans cette classe. Il y a plus de variabilité dans la classe de 6 élèves que dans la classe de 5 élèves. Maintenant que vous savez calculer l'écart type, on va chercher la formule. Pour rappel, l'écart type est la moyenne des dispersions par rapport à la moyenne. Alors j'aimerais que vous fassiez pause et que vous cherchiez la formule par vous-même. Qu'a-t-on fait? On a d'abord mesuré les écarts entre les valeurs de la liste et la moyenne. On a donc fait xi moins x bar, alors pour rappel, x bar signifie la moyenne, et xi signifie la valeur de chaque score. Alors par exemple, x1 est égal à la valeur numéro 1, et x2 est la valeur numéro 2, etc. Maintenant que nous avons nos écarts, on aimerait avoir une seule valeur qui puisse représenter tous ces écarts. On va donc faire la moyenne. Mais avant de faire la moyenne, nous allons faire les carrés des écarts, car sinon les valeurs négatives annulent les valeurs positives. On fait xi moins x bar, le tout au carré. Alors avec l'ordre des opérations, on calcule d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse et après on met tout au carré. C'est-à-dire que si xi est égal à 5 et x bar est égal à 8, on fait d'abord 5 moins 8, ce qui nous fait moins 3 et après on met au carré. Par la suite, on fait la moyenne des dispersions. Alors la moyenne, vous la connaissez, on l'a calculée à la vidéo précédente. C'est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs qu'il y a. On fait donc la somme de xi moins x bar, le tout au carré, divisé par n. On a presque fini. Pour que l'écart type soit interprétable, on va remettre le résultat sur la même unité que les valeurs initiales. Vu qu'on a mis au carré tous les écarts pour enlever les nombres négatifs, on va faire l'inverse et donc faire la racine carrée du résultat. Et voici la formule de l'écart type. Mais en statistique, on a souvent deux formules pour un même estimateur, une pour la population et une pour l'échantillon. Voici la formule de la population. C'est exactement la même que la nôtre, sauf qu'ici on utilise des lettres grecques. On a mu qui remplace x bar, car mu est la moyenne de la population, et l'écart type s'écrit sigma. Maintenant, la formule de l'échantillon. C'est pareil, juste ici on utilise des lettres romaines. On a la moyenne qui s'écrit avec x bar, car x bar est la moyenne de l'échantillon, et le S est pour l'écart type en anglais. La chose qui est différente avec notre formule et avec la formule de population, c'est qu'ici on divise par n-1. Alors, pourquoi divise-t-on par n-1? En statistique, nous ne pouvons pas faire de calcul sur la population, car cela prend du temps et beaucoup d'argent. On va plutôt prendre un échantillon de la population pour faire nos calculs. On va donc calculer l'écart type de l'échantillon pour estimer l'écart type de la population. Si dans mon échantillon, l'écart type est de 2, alors je vais estimer que l'écart type de la population sera environ de 2. Mais vous vous doutez bien que l'écart type de l'échantillon n'est pas exactement le même que celui de la population. Il varie, il peut être en dessous de l'écart type de la population ou soit au-dessus. Et les scientifiques ont remarqué que l'écart type de l'échantillon était souvent en dessous de la population. Donc en divisant par n-1 avec l'écart type de l'échantillon, on force volontairement l'écart type de l'échantillon à être plus grand. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Je souhaite connaître la taille moyenne des hommes en France. Je vais prendre un échantillon de 10 hommes. Mon but à partir de cet échantillon est d'inférer sur la population et de connaître la taille moyenne des Français. Alors généralement, on prend un échantillon bien plus grand si on souhaite inférer sur la population, mais ici c'est juste pour simplifier le calcul. Voici leur taille en centimètres. La moyenne est de 175 cm dans cet échantillon. Si j'infère les résultats sur la population, la taille moyenne des hommes en France est d'environ 175 cm. Alors, calculons l'écart type avec n et n-1 pour vous montrer la différence. Je mesure l'écart de chaque taille avec la moyenne. On veut une valeur qui représente tous les écarts. On va donc mettre au carré tous les écarts, sinon les valeurs négatives annulent les valeurs positives. Et on fait la moyenne de tous les écarts au carré. La somme fait 314 qu'on va d'abord diviser par n, soit 10, ce qui nous fait 31,4. Je fais donc la racine carrée de 31,4 et cela fait 5,6. Maintenant, divisons 314 par n-1, soit 9. Cela nous fait 34,9, je fais donc la racine carrée de 34,9 et cela fait 5,9. On a donc l'écart type avec n et l'écart type avec n-1. D'après l'enquête d'OBEPI réalisée en 2012, la taille moyenne des hommes en France est de 175 cm avec un écart type de 6 cm. Alors, quelle formule est la plus adaptée, quand on divise par n ou quand on divise par n-1?
Et c'est pour cette raison qu'on divise l'écart type de l'échantillon par n-1, car en théorie, l'écart type de l'échantillon est plus souvent sous-estimé par rapport à l'écart type de la population. Et en statistique, nous ne voulons pas sous-estimer un estimateur comme ici avec l'écart type. Le but avec n-1 est d'avoir un dénominateur plus petit afin d'avoir un écart type plus grand et plus proche de la population. On change artificiellement notre dénominateur pour qu'il soit plus proche de la population. Diviser par n-1 est surtout utile quand on a une taille d'échantillon faible. Quand l'échantillon est grand, qu'on divise par n ou n-1, la différence est quasi inexistante comme le montre ce tableau. Quand la taille de l'échantillon est de 10, la différence entre l'écart type où on divise avec n et l'écart type où on divise par n-1 est de 0,3, ce qui est une différence assez conséquente. Mais on remarque que quand la taille de l'échantillon est de 100, la différence est seulement de 0,01. Et quand on a un échantillon de 1000, la différence est de 0,0003. C'est-à-dire, plus la taille de l'échantillon est grande et moins la différence est importante. En d'autres termes, plus l'échantillon est grand et plus l'estimation est précise. Bref, l'écart type est la moyenne des écarts par rapport à la moyenne, et il existe deux formules, une pour la population et une autre pour l'échantillon. Elles sont quasiment identiques, sauf qu'avec l'échantillon, on va diviser par n-1 pour éviter de sous-estimer l'écart type réel de la population. Maintenant que vous avez appris à calculer l'écart type, on va apprendre la deuxième mesure de variabilité, la variance. La variance est une mesure de variabilité. Comme l'écart type, la variance mesure l'écart entre les valeurs et la moyenne. Mais alors, quelle est la différence avec l'écart type? La variance est la moyenne des dispersions au carré par rapport à la moyenne. Alors, pour faire plus simple, la variance est l'écart type sans la dernière étape, c'est-à-dire sans la racine carrée. On peut aussi dire que la variance est l'écart type au carré. Alors, la variance a deux formules, une pour la population et une pour l'échantillon. Il n'y a aucune différence mis à part le n-1 pour l'échantillon pour les mêmes raisons que l'écart type. La variance est compliquée à interpréter car c'est la moyenne des dispersions au carré par rapport à la moyenne. Plus la variance est élevée et plus la variabilité est grande. Et à l'inverse, plus la variance est petite et plus la variabilité est petite. Une variance de 0 signifie qu'il n'y a pas de variabilité. Si on reprend l'exemple précédent avec les notes d'une classe de 6 élèves, la variance est 58 divisé par 6, soit 9,66. C'est-à-dire que la distance moyenne de chaque valeur au carré par rapport à la moyenne est de 9,66. Alors, c'est compliqué à interpréter, c'est pour ça qu'on préfère utiliser l'écart type. Mais alors, pourquoi utilise-t-on la variance? Pourquoi la variance existe? La variance a des propriétés intéressantes. La variance a la propriété d'être additive. C'est-à-dire que si on a deux variables aléatoires indépendantes qu'on va nommer x et y, alors la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y. C'est-à-dire que la variance de la somme des variables aléatoires est égale à la somme des variances séparées. Mais vous devez vous dire, est-ce que l'écart type est additif? Alors non, elle n'est pas additive, mais pour que ce soit plus clair pour vous, prenons un exemple. On fait l'écart type de la variable x, on est à la dernière étape de l'écart type et on fait donc la racine carrée de 25, ce qui fait 5. On fait maintenant l'écart type de la variable y, on est à la dernière étape de l'écart type, on fait donc la racine carrée de 16, ce qui fait 4. Donc est-ce que la racine carrée de 25 plus 16 est égale à la racine carrée de 25 plus la racine carrée de 16? Alors non, ce n'est pas égal, 6,4 est inférieur à 9. La racine carrée de 25 plus 16 est inférieure à la racine carrée de 25 plus la racine carrée de 16. Donc la racine carrée de x plus y est inférieure à la racine carrée de x plus la racine carrée de y. C'est-à-dire que l'écart type n'est pas additive. Et c'est tout à fait normal car avec l'écart type on fait la racine carrée. Et les racines carrées ne peuvent pas être additionnées dans notre cas. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est un peu compliqué, car vous ne savez pas ce qu'est une variable aléatoire et ni une variable aléatoire indépendante. Mais ne vous inquiétez pas, ce sujet sera traité dans la section 3 de cette formation. Sachez juste que la variance et l'écart type sont deux mesures de variabilité, mais qu'en général, on préfère utiliser l'écart type. Maintenant que vous avez appris l'écart type et la variance, c'est à votre tour de jouer. Faites l'exercice suivant. Un scientifique prélève un échantillon de 30 fourmis pour mesurer leur taille. Voici les résultats.
Calculer l'écart type et la variance. On va mesurer l'écart type et la variance, mais avant cela, il faut d'abord calculer la moyenne. On fait donc la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs qu'il y a, ce qui nous fait 21. La taille moyenne d'une fourmi est égale à 21 mm. On va mesurer la variabilité de notre échantillon. On va mesurer les écarts par rapport à la moyenne. On fait donc 18 moins 21, 19 moins 21, et au lieu d'écrire 4 fois 19 moins 21, on va multiplier par la suite l'écart au carré par le nombre d'effectifs pour simplifier, et on fera de même pour tous les écarts. On met au carré tous les écarts, et on va multiplier chaque écart par leurs effectifs. Par exemple, l'écart entre 19 et moins 21 apparaît 4 fois. On va donc multiplier 4 fois l'écart au carré. On peut enfin calculer la moyenne, ce qui nous fait 62 divisé par 29, car on fait n-1, car ici c'est un échantillon. Ce qui fait environ 2,14. La variance est égale à 2,14. Mais on préfère calculer l'écart type, donc on fait la racine carrée de 2,14, ce qui fait environ 1,46. L'écart type est d'environ 1,46 et la variance est égale à 2,14. La distance moyenne de chaque fourmi par rapport à la moyenne est de 1,46. Si je prends une fourmi au hasard dans mon échantillon, elle aura une taille différente d'environ 1,46 mm par rapport à la moyenne. Pour conclure, la taille moyenne des fourmis est de 21 mm à 1,46 mm près. On peut aussi dire qu'en moyenne, les fourmis sont comprises entre 21 moins 1,46 et 21 plus 1,46, soit entre 19,54 mm et 22,46 mm. Alors évidemment, toutes les fourmis ne sont pas comprises dans cet intervalle, mais la majorité oui. Revenons maintenant à l'entreprise Lindgrim et Vala. On a calculé la moyenne des ventes et maintenant nous allons calculer la variabilité des ventes de l'entreprise Vala et de l'entreprise Lindgrim. On va commencer avec l'entreprise Vala. Pour rappel, la moyenne des ventes est égale à 15 900. Nous allons calculer l'écart type et la variance. Je mesure les écarts de chaque valeur par rapport à la moyenne. Je fais les carrés des écarts et je vais faire la moyenne, ce qui fait 355 200 000 divisé par 5. Alors, pourquoi 5 et pas 4? Car ici, ce n'est pas un échantillon. Cela nous fait 71 40 000. La variance est donc de 71 40 000. Alors, je vais faire la racine carrée pour trouver l'écart type. Ce qui nous fait environ 8428,5. L'écart type est égal à 8428,5. Chaque mois, les ventes varient en moyenne de 8428,5 € par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que les ventes de l'entreprise Vala varient beaucoup. Calculons la variabilité des ventes de l'entreprise Lindgrim. On a une moyenne de 16 200 € pour les ventes. On calcule l'écart type et la variance. Je fais le carré de chaque écart et je fais la somme. Ce qui me fait 38 800 000. On divise par le nombre de valeurs qu'il y a, ici 5, ce qui nous fait 7 760 000. La variance est de 7 760 000. Bon, nous ce qui nous intéresse, c'est l'écart type. On va donc faire la racine carrée de 7 760 000, ce qui fait environ 2785,7. L'écart type est égal à 2785,7. Chaque mois, les ventes varient en moyenne de 2785,7 € par rapport à la moyenne. Maintenant que nous avons nos deux mesures de variabilité, comparons les deux écarts types. On remarque que l'écart type de Vala est largement supérieur à l'écart type de Lindgrim. On peut dire que les ventes de Vala varient beaucoup plus que les ventes de Lindgrim, ce qui est un point négatif pour Vala, car il y a plus de variabilité et donc plus d'incertitude. Mais on peut aller plus loin, on peut faire le rapport entre les deux écarts types.
Le rapport entre les deux écarts types va nous donner un coefficient multiplicateur. On fait 8248,5 divisé par 2785,7, ce qui nous donne environ 3. C'est-à-dire que l'écart type de Valla est 3 fois supérieur à celui de Lindgren. Il y a donc 3 fois plus de variabilité dans les ventes de Valla que dans les ventes de Lindgren. On peut donc conclure que les moyennes sont similaires, mais la variabilité des ventes de Valla sont 3 fois supérieures à celle de Lindgren. On a calculé la variabilité des ventes, mais on aimerait aussi calculer la variabilité du nombre de visiteurs par mois. Et le problème, c'est qu'il y a des valeurs extrêmes. L'écart type et la variance sont très sensibles aux valeurs extrêmes et risquent de nous donner une information erronée. Quand vous avez des valeurs extrêmes, vous avez deux possibilités. Soit vous calculez l'écart type et la variance, mais en écrivant dans votre rapport qu'il y a des valeurs extrêmes, c'est-à-dire que vous prenez en compte les valeurs extrêmes, ou soit vous utilisez une autre mesure de variabilité qui est moins sensible aux valeurs extrêmes. Alors, en général, on utilise une autre mesure de variabilité. Dans notre cas, nous allons utiliser une autre mesure, l'écart médian absolu. L'écart médian absolu est une mesure de variabilité robuste, c'est-à-dire qu'elle est insensible aux valeurs extrêmes. L'idée est la même que l'écart type, c'est de mesurer les valeurs par rapport à une autre valeur. Cette valeur, vous en doutez bien, c'est la médiane. Pour calculer l'écart médian absolu, nous allons prendre un exemple. Alors, voici une liste de nombres. On va d'abord chercher la médiane. La médiane est la quatrième valeur, soit 2. Et comme avec l'écart type, on va mesurer la distance de chaque valeur avec la médiane. On fait 0-2, 1-2, 2-2, 2-2, 3-2, 6-2 et 20-2. Avec l'écart type, nous mettons les écarts au carré, mais ici c'est un peu différent. Au lieu de mettre les écarts au carré, nous allons enlever les signes négatifs, c'est-à-dire les signes négatifs deviennent des signes positifs. Comme je vous l'ai dit, la mesure se nomme l'écart médian absolu. Alors que veut dire absolu? Les valeurs absolues sont des nombres numériques sans prendre en compte leurs signes. C'est-à-dire ici, on ne prend pas en compte les signes négatifs, ce qui nous évite de mettre au carré les écarts. Du coup, nous allons faire les écarts absolus et on va chercher la médiane des écarts absolus. Alors pour cela, il faut trier la liste par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. On prend la médiane de cette liste, soit 1. L'écart médian absolu est de 1. Cela signifie que la distance médiane entre les valeurs et la médiane est de 1, c'est-à-dire qu'on a une faible variabilité. Cherchons la formule de l'écart médian absolu. Alors, l'écart médian absolu est la distance médiane par rapport à la médiane. On mesure les écarts entre chaque valeur et la médiane, ce qui fait xi moins x virgule. Alors, le x virgule signifie la médiane. Après avoir mesuré les écarts, on enlève les signes négatifs, c'est-à-dire qu'on veut les écarts absolus. Les barres signifient les valeurs absolues. Et on choisit la médiane des écarts absolus. Voici la formule de l'écart médian absolu. Il n'y a qu'une seule formule. Peu importe que ce soit sur l'échantillon ou la population que nous utilisons l'écart médian absolu, la formule ne change pas. Maintenant que vous avez appris l'écart médian absolu, c'est à votre tour de jouer. Faites l'exercice suivant. Voici le salaire de 10 personnes. Calculez l'écart médian absolu. Pour calculer l'écart médian absolu, il nous faut la médiane. On va donc trier ces données. La médiane est de 2000 €. On calcule maintenant l'écart entre chaque observation et la médiane. On enlève les signes négatifs, c'est-à-dire qu'on fait les écarts absolus. Et on va chercher la médiane des écarts absolus. On choisit la valeur du milieu, alors ici la liste est paire, on prend donc les deux valeurs du milieu divisées par 2. On fait 800 plus 900 divisé par 2, ce qui nous fait 850. L'écart médian absolu est de 850 €. Cela signifie que la distance médiane entre les valeurs et la médiane est de 850. Revenons à l'entreprise Lindgren et Valla. On va comparer l'écart médian absolu de l'entreprise Lindgren et de l'entreprise Valla. On va commencer par l'entreprise Valla. La médiane est de 8000.
On calcule l'écart médian absolu. On va mesurer l'écart de chaque valeur par rapport à la médiane. On enlève les signes négatifs et on va classer les écarts. On choisit la valeur du milieu. Alors ici la liste est impaire, du coup la médiane des écarts absolus est 4000. L'écart médian absolu dans cette liste est de 4000. Cela signifie que la distance médiane entre les valeurs et la médiane est de 4000. Calculons maintenant l'écart médian absolu de l'Ingram. La médiane est de 7500. On mesure les écarts par rapport à la médiane. On enlève les signes négatifs et on classe les écarts. On choisit la valeur du milieu, la médiane est de 500. L'écart médian absolu dans cette liste est de 500 personnes. Cela signifie que la distance médiane entre les valeurs et la médiane est de 500. Comparons les deux écarts médians absolus. On constate que l'écart médian absolu de l'entreprise Ingram est plus faible que l'écart médian absolu de l'entreprise Vala. En d'autres termes, il y a moins de variabilité dans l'entreprise Ingram que de l'entreprise Vala, ce qui est une bonne nouvelle pour l'entreprise Ingram car plus il y a de variabilité et plus il y a d'incertitude. On a parlé de l'écart médian absolu, mais il existe d'autres mesures qui sont insensibles aux valeurs extrêmes et qui permettent de mesurer la variabilité d'un ensemble de données. Il existe l'écart interquartile. Pour comprendre cette notion, il faut comprendre la notion de quartile. Prenons une droite. La médiane sépare une liste en deux. La médiane est le point du milieu où 50% des valeurs sont en dessous de la médiane et 50% sont au-dessus. Les quartiles, au lieu de séparer la liste en deux, séparent la liste en 4, quartiles pour 4. On va donc séparer la liste en tranches de 25%, c'est-à-dire qu'il y a 4 quartiles. Les quartiles permettent d'analyser la variabilité des données. Le premier quartile, ou Q1, signifie les 25% des valeurs qui sont en dessous ou égales à Q1. Ça veut aussi dire qu'il y a 75% des valeurs qui sont au-dessus ou égales à Q1. Comment trouver le premier quartile? Alors, il existe plusieurs formules pour calculer les quartiles. Tout dépend de comment on définit les quartiles. Rien que le logiciel de statistique R a 9 façons différentes pour calculer le quartile. Autant vous dire qu'il n'y a pas de consensus. Notre formule est n pour le nombre d'éléments dans la liste fois 1 quart. Alors il existe aussi une autre formule très utilisée qui est n plus 1 fois 1 quart. Nous allons utiliser la formule n fois 1 quart, mais la formule n plus 1 est tout à fait viable. Alors pourquoi multiplie-t-on par 1 quart? Car 1 quart est égal à 0,25 et représente 25% des valeurs dans la liste. Notre définition du premier quartile est la première valeur des données où on est au moins 25% des valeurs avant, c'est-à-dire qu'on peut avoir un tout petit peu plus. Le troisième quartile, ou Q3, signifie les 75% des valeurs qui sont en dessous ou égales à Q3. Ça veut aussi dire qu'il y a 25% des valeurs qui sont au-dessus ou égales à Q3. Comment trouver le troisième quartile? Alors on fait n fois 3 quarts. Alors il existe aussi une autre formule très utilisée qui est n plus 1 fois 3 quarts. Alors pourquoi 3 quarts? Car 3 quarts est égal à 0,75. Notre définition du troisième quartile est la première valeur des données où on est au moins 75% des valeurs avant. Vous devez vous dire qu'on a oublié le deuxième quartile. Le deuxième quartile est la valeur où 50% des valeurs sont en dessous et 50% des valeurs sont au-dessus. C'est donc la médiane. Prenons un exemple. Voici les notes de 12 élèves. Pour calculer les quartiles, il faut trier la liste par ordre croissant, comme avec la médiane. Bon, ici la liste est déjà triée. Calculons d'abord la médiane. On a une liste paire, on prend donc les deux valeurs du milieu, soit la sixième et la septième valeur qu'on va diviser par 2. On fait donc 12 plus 13 divisé par 2, ce qui nous fait 12,5. La note médiane est de 12,5. 50% des élèves ont moins de 12,5 et 50% des élèves ont plus que 12,5. Q2 est égal à 12,5. Calculons le quartile numéro 1, soit Q1. On va chercher le rang du premier quartile. On fait 1 quart fois n, n est le nombre de valeurs dans la liste, soit 12. On fait donc 1 quart fois 12, ce qui nous fait 3. Le rang du premier quartile est 3. C'est-à-dire que le premier quartile se situe à la troisième valeur, soit 6. 25% des élèves ont une note inférieure ou égale à 6 sur 20
et 75% des élèves ont une note supérieure ou égale à 6 sur 20. Calculons le quartile numéro 3, soit Q3. On va chercher le rang du troisième quartile. On fait donc 3 quarts fois n, n est le nombre de valeurs dans la liste, soit 12. On fait donc 3 quarts fois 12, ce qui fait 9. Le rang du troisième quartile est 9, c'est-à-dire que le troisième quartile se situe à la 9e valeur, soit 16. 75% des élèves ont une note inférieure ou égale à 16 sur 20 et 25% des élèves ont une note supérieure ou égale à 16 sur 20. Rien qu'avec les quartiles, c'est-à-dire avec Q1 et Q3, on a déjà une information sur la variabilité des données. Mais on peut aller plus loin en calculant l'écart interquartile. L'écart interquartile mesure l'écart entre Q3 et Q1. C'est une mesure de variabilité robuste car elle ne prend pas en compte les valeurs extrêmes. L'écart interquartile mesure la variabilité au sein des 50% des valeurs du milieu. On fait Q3 moins Q1, soit 16 moins 6, ce qui fait 10. L'écart interquartile est égal à 10. Alors que signifie 10 ? Cela signifie qu'on a au moins 50% des notes qui sont au plus séparées de 10 points. Prenons un autre exemple. Comment faire si les quartiles me donnent un nombre à virgule ? Je reprends la même liste que dans l'exemple précédent, sauf que je rajoute une note. Voici les notes de 13 élèves. La médiane est la 7e valeur. La note médiane est de 13 sur 20. 50% des valeurs ont moins de 13 sur 20 et 50% des valeurs ont plus que 13 sur 20. Calculons le rang du premier quartile. Le quartile numéro 1 est n fois 1 quart, soit 13 sur 4, ce qui fait 3,25. C'est-à-dire que le rang du premier quartile est 3,25. Le premier quartile se situe à la 3,25e valeur. Je n'ai pas de valeur qui se situe à la 3,25e valeur. Alors, il faut quand même désigner une valeur dans la liste. Alors, on peut soit prendre 3 ou soit 4. Alors, nous allons choisir la 4e valeur. Alors, vous devez dire pourquoi, sachant que 3,25 est plus proche de 3 que de 4. Et vous avez tout à fait raison. Mais le quartile est désigné comme la première valeur des données où on est au moins 25% des valeurs avant. Alors, on peut dépasser un petit peu. Si je prends la 3e valeur, je suis en dessous de 25%. Alors que si je choisis la 4e valeur, je suis au-dessus. Le quartile numéro 1 se situe à la 4e valeur, soit 7. 25% des notes sont inférieures ou égales à 7 sur 20 et 75% des notes sont supérieures ou égales à 7 sur 20. Calculons le rang du troisième quartile. On fait 13 fois 3 quarts, ce qui nous fait 9,75. Le rang du troisième quartile est 9,75, c'est-à-dire que le troisième quartile se situe à 9,75e valeur de la liste. Pour rappel, le quartile numéro 3 est la première valeur des données où on est au moins 75% des valeurs avant. C'est donc la 10e valeur, soit 17. 75% des notes sont inférieures ou égales à 17 sur 20 et 25% des notes sont supérieures ou égales à 17 sur 20. Alors, calculons l'écart interquartile. On fait Q3 moins Q1, soit 17 moins 7, ce qui fait 10. L'écart interquartile est égal à 10. Alors que signifie 10 ? Cela signifie qu'on a au moins 50% des notes qui sont au plus séparées de 10 points. Il existe d'autres mesures de dispersion. Avec les quartiles, on a séparé la liste en 4, mais on peut très bien séparer la liste en 10, et on appelle ça les déciles. Les déciles permettent d'analyser la variabilité d'un ensemble de données. Le premier décile, ou D1, signifie les 10% des valeurs qui sont en dessous ou égales à D1. Ça veut aussi dire qu'il y a 90% des valeurs qui sont au-dessus de D1. Et comme pour les quartiles, les déciles ont plusieurs formules. Pour trouver D1, on fait n fois 1 dixième. Alors on peut aussi faire n plus 1 fois 1 dixième. Mais on va plutôt utiliser la première formule, n fois 1 dixième. Alors pourquoi 1 dixième ? Car 1 dixième signifie 0,1. Le premier décile est la première valeur des données où on est au moins 10% des valeurs avant. Le deuxième décile, ou D2, signifie les 20% des valeurs qui sont en dessous ou égales à D2. Ça veut aussi dire qu'il y a 80% des valeurs qui sont au-dessus de D2. Pour trouver D2, on fait n fois 2 dixièmes. Alors on peut aussi faire n plus 1 fois 2 dixièmes, mais on va plutôt utiliser n fois 2 dixièmes. Alors pourquoi 2 dixièmes ? Car 2 divisé par 10 est égal à 0,20. Le deuxième décile est la première valeur des données où on est au moins 20% des valeurs avant. Et ceci est pareil pour D3, D4, D5, etc. jusqu'à D9.
Le neuvième décile, ou D9, signifie les 90% des valeurs qui sont en dessous ou égales à D9. Alors ça veut aussi dire qu'il y a 10% des valeurs qui sont au-dessus ou égales à D9. Alors pour trouver D9, on fait n fois 9 dixièmes. On peut aussi faire n plus 1 fois 9 dixièmes, mais on va utiliser n fois 9 dixièmes. Alors pourquoi 9 dixièmes? Car 9 divisé par 10 est égal à 0,9. Le neuvième décile est la première valeur des données où on est au moins 80% des valeurs avant. Prenons un exemple. Voici les notes de 10 élèves. Calculons le premier décile, soit D1. On commence par trier les données par ordre croissant. Alors ici c'est déjà fait. Le rang du premier décile est n fois 1 dixième. Alors, n est le nombre de valeurs dans la liste, soit 10. On fait donc 10 fois 1 dixième, c'est égal à 1. Le rang du premier décile est 1. C'est-à-dire que le premier décile se situe à la première valeur, soit 2. 10% des élèves ont une note inférieure ou égale à 2 sur 20 et 90% des élèves ont une note supérieure ou égale à 2 sur 20. Calculons le 9e décile, soit D9. Le rang du 9e décile est n fois 9 dixièmes. N est le nombre d'éléments dans la liste, soit 10. On fait donc 10 fois 9 dixièmes, ce qui fait 9. Le rang du 9e décile est 9, c'est-à-dire que le 9e décile se situe à la 9e valeur, soit 15. 90% des élèves ont une note inférieure ou égale à 15 sur 20 et 10% des élèves ont une note supérieure ou égale à 15 sur 20. Les déciles nous donnent des informations sur la variabilité d'un ensemble de données, mais on peut aller plus loin. On peut faire le rapport interdécile qui est un coefficient multiplicateur. La formule est D9 divisé par D1, soit 15 divisé par 2, ce qui nous fait 7,5. C'est-à-dire les 10% des meilleures notes sont au minimum 7,5 fois supérieures aux 10% des pires notes. Ce qui montre une grande variabilité entre D9 et D1. Que faire si on a un nombre à virgule? Par exemple, si D1 est égal à 4,25, et bien pour les mêmes raisons que les quartiles, on choisit la valeur du dessus. C'est-à-dire que si D1 est égal à 4,25, on prendra la cinquième valeur, car D1 signifie la première valeur des données telle qu'on ait au moins 10% des valeurs avant. Et ceci est pareil pour D2, D3, etc. jusqu'à D9. On a séparé une liste en 10, mais on peut aussi séparer une liste en 100. Ce sont les centiles, et c'est exactement la même chose que les déciles et les quartiles. Le premier centile, ou C1, signifie les 1% des valeurs qui sont en dessous ou égales à C1. Ça veut aussi dire qu'il y a 99% des valeurs qui sont au-dessus de C1. Pour trouver C1, on fait n fois 1 centième. Alors on peut aussi faire n plus 1, mais généralement on va utiliser n. Pourquoi 1 centième? Car 1 centième est égal à 0,01, et ça représente 1% de la liste. Et ceci est pareil pour C2, C3, etc. jusqu'au 99e centile. Le 99e centile ou C99 signifie les 99% des valeurs qui sont en dessous ou égales à C99. Ça veut aussi dire qu'il y a 1% des valeurs qui sont au-dessus ou égales à C99. Pour trouver C99, on fait n fois 99 divisé par 100. Alors évidemment, on n'utilise pas tous les centiles, tous les déciles. En général, nous utilisons le premier centile, le premier décile, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, le 9e décile et le dernier centile. Nous utilisons aussi l'écart interquartile et le rapport interdécile. On a fait le tour des mesures de variabilité. Toutes les mesures de variabilité qu'on a vues concernent seulement les variables quantitatives. La mesure de variabilité la plus précise est l'écart type, mais on peut aussi utiliser la variance. Cependant, ces mesures sont sensibles aux valeurs extrêmes. Donc si vous avez des valeurs extrêmes, ce qui arrive souvent comme avec le salaire, on utilise plutôt l'écart interquartile, le rapport interdécile, les quartiles, les déciles et les centiles qui sont de bonnes analyses de variabilité en présence de valeurs extrêmes. On peut aussi utiliser l'écart médian absolu même si cette mesure est beaucoup plus rare. Comment faire pour mesurer la variabilité de données qualitatives? Pour les variables ordinales, on va les transformer en variables discrètes comme on a fait dans la vidéo précédente avec la variable satisfaction. Au lieu de dire si un client est satisfait ou non, on va mesurer son niveau de satisfaction sur une échelle de 0 à 10 pour avoir une variable quantitative. Pour les variables nominales, il existe une mesure qui est l'indice de variation qualitative. Alors c'est une mesure qui est très peu utilisée. Si on doit mesurer la variabilité d'une variable nominale, on va plutôt la visualiser via des graphiques. La variabilité permet de comprendre un ensemble de données, comment sont réparties les valeurs dans l'ensemble des données.
Grâce aux mesures de variabilité et aux mesures de la tendance centrale, on peut analyser les données avec précision. Mais on peut aller plus loin. On a analysé les données, on peut aussi les visualiser. La visualisation via des graphiques est une notion indispensable en statistique descriptive. Et c'est le sujet de la prochaine vidéo. Maintenant que vous savez utiliser les mesures de variabilité et les mesures de la tendance centrale, on va les utiliser pour analyser des données. Passons aux exercices. Exercice numéro 1. Un directeur de magasin a enregistré le nombre de téléphones vendus chaque semaine. Voici le tableau. Vous devez analyser les données via les mesures de la tendance centrale et les mesures de variabilité. Le tableau ne contient pas de valeur extrême. On va donc utiliser la moyenne et l'écart type. Commençons avec la moyenne. La moyenne est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs qu'il y a. La moyenne est égale à 23,6. C'est-à-dire qu'en moyenne, le directeur du magasin vend 24 téléphones par semaine. Calculons l'écart type. L'écart type est égal à 2,72. La distance moyenne de chaque valeur par rapport à la moyenne est égale à 2,72. Si je prends une semaine au hasard, les ventes seront distantes en moyenne de 3 téléphones. Pour conclure, en moyenne, le directeur du magasin vend 24 téléphones par semaine à 3 téléphones près. C'est-à-dire qu'en moyenne, le directeur du magasin vend entre 24 moins 3 téléphones et 24 plus 3 téléphones, soit entre 21 téléphones et 27 téléphones. Exercice numéro 2. Voici la taille en centimètres de 10 femmes. Vous devez analyser les données. Le tableau ne contient pas de valeur extrême. On va donc utiliser la moyenne et l'écart type. Calculons la moyenne. La moyenne est de 162,6 cm. La taille moyenne des femmes est d'environ 1,63 m. Calculons l'écart type. L'écart type est égal à 5,54. La distance moyenne de chaque valeur par rapport à la moyenne est égale à 5,5. Si je prends une femme au hasard, sa taille sera distante en moyenne de 5,5 cm par rapport à la moyenne. Pour conclure, la taille moyenne des femmes en France est de 1,63 m à 5,5 cm près. Et d'après l'enquête OBEPI réalisée en 2012, la taille moyenne des femmes en France est de 1,63 m avec un écart type d'environ 5,5 cm. Donc notre échantillon est représentatif. Exercice numéro 3. Voici l'effectif des notes à un devoir dans deux classes A et B de 15 élèves. Vous devez analyser les données. Le tableau ne contient pas de valeur extrême, on va donc utiliser la moyenne et l'écart type. Calculons la moyenne. La moyenne de la classe A est de 10,5. La moyenne de la classe B est de 10. Calculons l'écart type. L'écart type de la classe A est de 3,5. L'écart type de la classe B est de 4,64. Dans la classe A, la distance moyenne de chaque note par rapport à la moyenne est égale à 3,5. Si je prends un élève au hasard, sa note sera distante en moyenne de 3,5 points par rapport à la moyenne. Dans la classe B, la distance moyenne de chaque note par rapport à la moyenne est égale à 4,6. Si je prends un élève au hasard, sa note sera distante en moyenne de 4,6 points par rapport à la moyenne. Pour conclure, en moyenne, les élèves de la classe A ont une note de 10,5 sur 20 à 3,5 points près. Et en moyenne, les élèves de la classe B ont une note de 10 sur 20 à 4,6 points près. On peut aussi comparer les écarts types et faire le rapport écart type. On fait 4,6 divisé par 3,5, ce qui fait 1,31. Il y a 1,31 fois plus de variabilité dans la classe B que dans la classe A. Exercice numéro 4.
Voici l'âge de 10 personnes. Vous devez analyser les données. Le tableau ne contient pas de valeur extrême, on va donc calculer la moyenne et l'écart type. Calculons la moyenne. La moyenne est de 42. L'âge moyen des Français est de 42 ans. Calculons l'écart type. L'écart type est égal à 15,05. La distance moyenne de chaque valeur par rapport à la moyenne est égale à 15. Si je prends une personne au hasard, son âge sera distant en moyenne de 15 ans par rapport à la moyenne. Pour conclure, l'âge moyen des Français est de 42 ans à 15 ans près. Et d'après l'INSEE, l'âge moyen des Français en 2022 est de 42 ans. Exercice numéro 5. Voici les salaires mensuels nets en euros d'un échantillon de 300 personnes. Vous devez analyser les données. Le tableau contient des valeurs extrêmes. On va donc utiliser la médiane, les quartiles, les déciles et l'écart interquartile. La médiane est entre la 150e valeur et la 151e valeur. On fait donc l'addition de la 150e valeur et de la 151e valeur divisée par 2, soit 1845 plus 1845 divisé par 2, ce qui nous fait 1845. La médiane est de 1845 euros. Le salaire net médian est de 1845 euros. 50% des personnes gagnent moins que 1845 euros et 50% des personnes gagnent plus que 1845 euros. Calculons les quartiles. Le rang du premier quartile est 1 quart fois n, qui est la taille de l'échantillon, soit 1 quart fois 300, ce qui fait 75. Le rang du premier quartile est 75, c'est-à-dire que le premier quartile se situe à 75e valeur, soit 1470 euros. 25% des personnes gagnent moins de 1470 euros et 75% des personnes gagnent plus que 1470 euros. Le rang du troisième quartile est 3 quarts fois n, soit 3 quarts fois 300, ce qui fait 225. Le rang du troisième quartile est 225, c'est-à-dire que le troisième quartile se situe à 225e valeur, soit 2530. 75% des personnes gagnent moins de 2530 euros et 25% des personnes gagnent plus de 2530 euros. Calculons l'écart interquartile. On fait donc Q3 moins Q1, soit 2530 moins 1470, ce qui fait 1060. L'écart interquartile est égal à 1060 euros. On a au moins 50% des salaires qui sont au plus séparés de 1060 euros. Calculons le premier décile. Le rang du premier décile est 1 dixième fois n, soit 1 dixième fois 300, ce qui fait 30. Le rang du premier décile est 30, c'est-à-dire que le premier décile se situe à la 30e valeur, soit 1274. 10% des personnes gagnent moins de 1274 euros et 90% des personnes gagnent plus de 1274 euros. Calculons le 9e décile. Le rang du 9e décile est 9 dixièmes fois n, soit 9 dixièmes fois 300, ce qui nous fait 270. Le rang du 9e décile est 270, c'est-à-dire que le 9e décile se situe à la 270e valeur, soit 3654. 90% des personnes gagnent moins de 3654 euros et 10% gagnent plus de 3654 euros. Comparons le rapport interdécile. On fait donc D9 divisé par D1, soit 3654 divisé par 1274, ce qui fait 2,8. Les 10% les plus riches ont au minimum un salaire 2,8 fois supérieur aux 10% les plus pauvres. Maintenant, il serait intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi les 10% les plus riches ont au minimum un salaire 2,8 fois supérieur aux 10% les plus pauvres. Alors pour cela, on va comparer les deux groupes. Qu'est-ce qui différencie les deux groupes? Est-ce que c'est l'âge? Peut-être que les 10% les plus riches sont plus vieux que les 10% les plus pauvres. On pourrait comparer le sexe, le lieu d'habitation, les CSP, etc. Mais ceci est un travail qu'on réalisera plus tard. Restons sur l'exercice.
Calculons le 99e centile. On fait n fois 99 divisé par 100, soit 99 divisé par 100 fois 300, ce qui fait 297. Le rang du 99e centile est 297, c'est-à-dire que le 99e centile se situe à la 97e valeur, soit 8676. 99% des personnes gagnent moins de 1876 € et 1% des personnes gagnent plus de 8676 €. Maintenant, résumons toutes nos mesures dans un tableau. Voici la dispersion de nos données. Cette dispersion est exactement la même que la dispersion des salaires dans le secteur privé en 2017 par l'INSEE. C'est-à-dire qu'en 2017, 50% des Français touchaient moins de 1845 € et 50% des Français touchaient plus de 1845 €. Exercice numéro 6. Voici la distribution des salaires nets en 2018 par l'INSEE. Vous devez analyser les données et le but est de comparer les données avec ceux de 2017. On va comparer le premier décile, la médiane, le 9e décile ainsi que le rapport interdécile. Alors on pourrait penser que les salaires ont augmenté en 2018, mais non, il faut prendre en compte l'inflation, car 1 € en 2017 n'est pas égal à 1 € en 2018. Si on veut comparer les salaires entre 2018 et 2017, il faut comparer en euros constants, c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation. Alors ici on ne va pas le calculer, mais il est important de le savoir. Cependant, on peut comparer les rapports interdéciles, car c'est un coefficient multiplicateur. On remarque que le rapport interdécile a augmenté en 2018, c'est-à-dire qu'en 2018, les inégalités ont augmenté. Une question intéressante est de savoir pourquoi. Que s'est-il passé entre 2017 et 2018 pour que les inégalités augmentent? Exercice numéro 7. Voici la distribution des salaires mensuels nets en 2018 par l'INSEE. Exprimez la différence en pourcentage. Il y a deux manières d'exprimer la différence en pourcentage. Mais tout d'abord, on mesure l'écart des salaires entre les hommes et les femmes. On fait 1972 moins 1737, ce qui fait 235. Les hommes gagnent 235 € de plus que les femmes par mois. On va exprimer cette différence par rapport au salaire des hommes. On fait 235 divisé par le salaire des hommes, soit 1972. Et on multiplie par 100 pour que ce soit en pourcentage, ce qui fait 11,1%. Maintenant, exprimons cette différence par rapport au salaire des femmes. On fait 235 divisé par le salaire des femmes, soit 1737 fois 100, ce qui fait 13,5%. Alors, que signifient ces deux écarts? 13,5% signifie que les hommes gagnent 13,5% de plus que les femmes. Et 11,1% signifie que les femmes ont un salaire inférieur de 11,1% à celui des hommes. Cela veut aussi dire, pour que les femmes gagnent autant que les hommes, il faudrait que le salaire des femmes augmente de 13,5% et pas seulement de 11,1%. Il est important de bien faire la distinction, car souvent on dit qu'il y a un écart de 13,5% entre les hommes et les femmes, et cette affirmation est fausse. Pour exprimer un écart en pourcentage, il faut mentionner la référence à laquelle on le rapporte. Généralement, on exprime l'écart par rapport au salaire des femmes. Maintenant qu'on sait que les hommes gagnent 13,5% de plus que les femmes, il serait intéressant de savoir pourquoi. Quelle est la différence entre les deux groupes? Peut-être que les métiers exercés ne sont pas les mêmes, mais ceci est pour un autre exercice. Si vous avez tout bon, félicitations, vous savez comment et quand utiliser les mesures de variabilité. Si vous avez fait des erreurs, n'hésitez pas à revoir la vidéo ou écrire un commentaire s'il y a une notion qui a été mal comprise ou mal expliquée de ma part. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.